Je vais essayer d'apporter un peu mon analyse de la situation, du pourquoi, je dis bien du pourquoi, peut-être la sous-secrétaire d'État aux affaires africaines des États-Unis, Madame Marie-Catherine Fille, est arrivée au Nigeria pour assister, je dis bien assister, au sommet ordinaire de la CEDEAO. Qu'est-ce que une Américaine, les États-Unis viennent faire au sommet de la CEDEAO qui décide et qui, comment dire, ces chefs d'État, ces sous-dirigeants dirigés qui se réunissent pour parler des problématiques qui minent leur pays, mais surtout, nous le savons tous que cette réunion a pour objectif de parler, encore une fois, du Nigeria et du Niger. Donc, qu'est-ce que les États-Unis gagnent là-dedans en envoyant cette dame pour assister à cette réunion? D'autant plus que les États-Unis ne font pas et ne sont pas membres de la CEDEAO de la même façon que les pays de l'Union européenne qui assistent à cette réunion ne sont pas membres de la CEDEAO. Alors, pourquoi sont-ils autorisés à prendre part à cette réunion? Donc, pour ceux qui ne sont pas au courant, vous savez qu'aujourd'hui, il y avait une réunion, il y avait le 64e sommet de la CEDEAO au Nigeria, à Abuja, avec comme sujet principal la situation du Niger, le coup d'État qui a destitué Bazoum. Vous savez qu'au Niger, il y a eu un coup d'État patriotique qui a renversé Bazoum, le valet, le vassal des Occidentaux, de l'Union européenne, de la France et compagnie. Et donc cela fait maintenant plusieurs mois que nous avons assisté à tout ce tohu-bohu, ce micmac politique qui s'est déroulé autour de la situation confuse entre la CEDEAO et le Niger. On a vu que la CEDEAO, avec le président du Nigeria, le danseur, l'amuseur public élu à la tête du Nigeria, le narcotrafiquant président du Nigeria, n'a pas hésité à menacer directement d'une intervention militaire contre les militaires au Niger, avec le soutien, l'appui et la participation, comme d'habitude, de la France. Et suite à ces annonces, nous avons tous mobilisé, les Africains se sont mobilisés, la communauté panafricaine, les panafricanistes se sont tous mobilisés sur les réseaux pour mettre la pression et inverser cette décision qui consistait à s'en prendre au Niger par la voie militaire. Et vous avez vu que sur le plan informationnel, nous avons gagné cette bataille. Nous avons gagné la bataille informationnelle. Parce que oui, c'est une bataille, mais la guerre n'est pas encore gagnée à 100%. Donc là-dessus, étant donné que l'opinion africaine s'est retournée contre cette décision prise par la CEDEAO et ses vassaux, ses gardiens de camps de concentration, alors l'amuseur public, le narcotrafiquant qui dirige le Nigeria n'a pas eu le choix que de faire marche arrière. Mais faire marche arrière ne signifie pas que le projet, le plan d'agression militaire contre le Niger a été abandonné. Puisque nous savons tous et nous sommes au courant que jusqu'à maintenant, il y a des sanctions qui frappent le Niger. J'ai déjà parlé d'ailleurs de ces problématiques liées aux sanctions illégitimes, illégales, injustes et criminelles que la CEDEAO a mises en place pour sanctionner le Niger, alors que nous avons vu d'autres coups d'État
arrivé après le Niger où la France et la communauté soi-disant internationale a consommé, validé et il n'y a absolument pas de sanctions. Donc on voit ici dans le jeu des Occidentaux de cette politique, on observe qu'il y a la politique du deux poids, deux mesures et la politique du en même temps. Voilà, c'est-à-dire que il y a des coups d'État qui sont des bons coups d'État et d'autres qui sont des mauvais coups d'État. Ou je dirais peut-être que si tu n'as pas la tête du client, hein, si tu n'as pas la bonne tête, les Européens, les Occidentaux et les États-Unis vont te sanctionner. Mais si tu fais partie de ces dirigeants un peu souverainistes, patriotes, qui ne veulent plus dépendre ni recevoir d'ordre, ni des feuilles de route directement de ces hommes néandertaliens qui dirigent une partie du monde et qui se prennent pour les d'Artagnan de la politique mondiale, alors tu te feras attaquer, soit par des sanctions, soit on te menace d'une intervention militaire. Donc suite à tout ça, l'intervention militaire n'a pas eu lieu, parce que l'opinion africaine, l'opinion comment dire, nationale au Niger et sur le continent, tout le monde s'est mobilisé pour dénoncer cette option, pour dénoncer la volonté de ces dirigeants de la CEDEAO, ces dirigeants dont la moitié sont des dirigeants illégitimes, hein, ces dirigeants qui siègent pour prendre des sanctions à la CEDEAO. Si je vous fais la liste, vous verrez par vous-même que la plupart n'ont pas été élus, soit sont là parce que le pouvoir a été donné de père en fils. Et vous prenez le dirigeant, par exemple, du Togo, voilà, c'est une dynastie qui dirige, qui a la main mise sur le Togo depuis bientôt 60 ans, dont les Togolais sont devenus des simples sujets pour Sa Majesté, Faure Gnassingbé et Adéman. Donc, et on peut parler du batracien politique, comment dire, le sanguinaire des lagunes de Cocody, Alassane Dramane Ouattara, lui-même illégitime, à la tête de la Côte d'Ivoire, qui a pris le pouvoir en tuant des Ivoiriens. Et ce sont ces personnes qui veulent donner des leçons de démocratie, de droits de l'homme, et qui se réunissent en quelque sorte en conglomérat de dirigeants cooptés soutenus par la France et l'Europe pour sanctionner le Niger. Mais vous savez, avant de revenir sur le sujet principal, moi je pense que ces sanctions contre le Niger, je comprends, je sais qu'il y a des populations qui en souffrent. Mais si les dirigeants au Niger sont réellement, ils sont vraiment dans une politique patriotique, souverainiste, moi je dirais que ces sanctions que la CEDEAO applique contre le Niger et ses populations, normalement doivent donner de la force aux dirigeants au Niger pour trouver des solutions alternatives. Ce qui permettra au Niger de construire en quelque sorte un système parallèle et qui ne dépendra plus directement de ce système un peu néocolonial européen, occidental, mis en place et utilisé par la CEDEAO. Nous l'avons vu, par exemple, contre la Russie, il y a des sanctions, mais la Russie termine l'année avec plus de 73 milliards de bénéfices, hein, là où les États-Unis finiront l'année avec une dette de plus de 2000 milliards de dollars. Vous voyez? Donc ça veut dire qu'on peut des fois utiliser les sanctions pour créer et mettre en place son propre système, une solution alternative, sans forcément, comment dire, pleurnicher toute la journée, à chaque occasion, pour dire ceux qui vous mettent des sanctions, de retirer ces sanctions. Poutine n'est pas occupé à quémander aux Occidentaux le retrait de ces sanctions, mais plutôt pour trouver des solutions alternatives et ces solutions permettront à ce que la Russie soit encore une nation encore plus forte. Et on le voit aussi avec des pays comme Cuba. Nous saluons au passage nos amis cubains
notamment aussi le Venezuela, l'Iran, la Corée du Nord sous sanctions, et malgré cela, qui n'a pas hésité à développer sa bombe nucléaire, à développer une armée puissante aujourd'hui et qui tient, comment dire, en alerte les États-Unis, la Corée du Nord, le Japon et ses vassaux dans la région Indo-Pacifique. Donc, en quelque sorte, on peut dire que les sanctions, des fois, peuvent être aussi, en effet, comment dire, qui peut galvaniser, hein, qui peut avoir comme, comment dire, résultat l'inverse de ce que ceux qui mettent ces sanctions espèrent. Parce que le Niger, en réalité, a tout pour faire comme la Russie. Quand vous regardez bien le classement des pays les plus riches en richesse naturelle, bah, il y a la Russie et le Niger fait partie des top 10, je crois même, oui, des top 10 ou je crois du top 5 des pays les plus riches en richesse naturelle. Il y a la Russie, il y a le Congo, il y a le Niger et l'Afrique du Sud, etc. Vous pouvez regarder sur Internet le classement, vous verrez. Donc, si le Niger a la potentialité, a cette potentialité d'avoir autant de richesses naturelles, normalement, ces sanctions contre la CEDEAO ne doivent pas si impacter, comment dire, le pays. Ça veut dire que le Niger a aujourd'hui l'occasion d'acheter ses marchandises via d'autres pays ou de mettre carrément un système de production. Au lieu de vouloir, parce que ces sanctions en réalité pénalisent le Niger parce que le Niger ne peut plus importer les produits que les populations consomment. Et quand on sait que l'Afrique importe presque 98% de ce que les populations consomment, alors qu'on a la capacité de faire l'inverse, de produire 98% et d'exporter les 2% qui restent. Donc, moi je dis que les dirigeants actuels au Niger doivent vraiment réfléchir là-dessus, à prendre cette situation de sanction de la CEDEAO comme une force, hein, pour élever leur pays et surtout dire aux Nigériens, je sais que l'Africain a un problème de ventre parce que l'Africain n'aime pas avoir le ventre vide. Dès que le ventre est vide chez l'Africain est capable de vendre père et mère pour remplir son ventre. Et ça, les Occidentaux le savent, la France le sait. C'est pour cela que quand ils viennent chez nous avec 1000 francs, ils font tout et n'importe quoi. Ils savent qu'il suffit de donner à manger à l'Africain, comme ils le disent, et l'Africain peut obéir et faire tout ce qu'il faut. Mais ça, il faut changer les mentalités. Les mentalités doivent changer là-dessus. Aujourd'hui, nous devons accepter que pour obtenir la souveraineté, pour obtenir la vraie indépendance et de son pays, il faut accepter aussi les sacrifices. On ne peut pas vouloir être libre et pleurer parce qu'on n'a pas de la nourriture dans son assiette. Non, il faut d'abord se battre, il faut accepter ces sacrifices. Sûrement qu'il y aura des gens au Niger qui vont peut-être mourir de faim, mourir d'un manque de médicaments, mourir de X et Y. Mais ce sont des martyrs. Nous devons impliquer cela dans nos têtes en disant ces personnes ne sont que des martyrs de cette lutte anti-impériale, arracher son indépendance et sa liberté. Donc mourir de faim quand on veut être libre, ce n'est pas un problème. Vaut mieux mourir, avoir le ventre vide et vivre debout que avoir le ventre plein et vivre à genoux. Ça veut dire que vaut mieux une liberté, une vraie indépendance dans la souffrance qu'une indépendance dans le néocolonialisme. Vous comprenez ou pas? Voilà, ça c'est très important. Bref, maintenant nous allons parler, comme je vous le disais, de pourquoi la présence de la diplomate, la sous-secrétaire d'État aux affaires africaines, Marie-Catherine, au sommet ordinaire de la CEDEAO. Et pour ceux qui ne comprennent pas,
j'avais déjà fait en live une vidéo où je vous expliquais que le Togo est devenu aujourd'hui le pion des Américains, que les Américains utilisent pour faire avancer leurs plans dans la sous-région pour contrer ce qu'ils appellent l'influence de la Russie et la présence de Wagner sur le continent africain. Alors voilà, qu'est-ce qui s'est passé? Pour ceux qui me suivent sur Twitter, vous avez, je ne sais pas si vous avez réussi à lire sur Twitter, j'avais tweeté sur Twitter en expliquant, parce qu'il y a beaucoup de personnes qui sont venues me voir en disant, regardez, ne sois pas dans la haine contre, comment dire, le président togolais qui vient d'ouvrir le port autonome de Lomé pour faire passer, comment dire, les marchandises du Niger. Tiens, c'est quand même bizarre, puisque cela fait déjà des mois que tous les soi-disant ventrus, les affamés panafricanistes, les griots qui sont payés par ce régime nous disaient pourtant partout sur les médias et sur les réseaux que le Togo n'applique pas les sanctions contre le Niger, que le Togo aide le Niger. Bah, si le Togo aidait déjà le Niger depuis des mois, pourquoi on vient de nous annoncer seulement, il n'y a même pas 2 jours, que le gouvernement togolais accepte d'ouvrir le port autonome de Lomé pour faire transiter les marchandises vers le Niger? Cela démontre tout simplement que ce n'était pas le cas il y a quelques mois, malgré le fait que moi, j'avais essayé de vous alerter, j'avais essayé de vous dire que non, le Togo applique les sanctions contre le Niger et que le port autonome de Lomé n'était pas encore ouvert pour que le Niger puisse faire passer ses marchandises. Et il y avait des gens qui disaient, comme d'habitude, que parce que je suis dans une haine du régime sanguinaire des Gnassingbé, parce que je refuse de sacrifier la douleur du peuple togolais pour faire atalakou à des gens qui sont hypocrites et qui sont dans une politique de manipulation, qui sont en train de mettre ce que je qualifie de la politique de l'émotion en place, en surfant sur cette vague du panafricanisme qui existe en ce moment. Donc maintenant, vous venez de l'apprendre officiellement que suite aux visites du président, le général Tiani à Lomé, comment dire, le sanguinaire, le cannibale Faure Gnassingbé a décidé d'ouvrir le port autonome de Lomé pour aider le Niger. Ça, pour le moment, c'est encore des éléments de langage. C'est ce qu'on appelle des effets d'annonce. On annonce, mais ça ne veut pas dire que pour le moment, il y a la mise en place de ces annonces. C'est ça les éléments de langage. Pour le moment, tant que moi, je ne vois pas la mise en place de ces annonces, je ne peux pas affirmer à 100%. Et de toute façon, vous savez, soyons clairs là-dessus, le port autonome de Lomé n'appartient pas à Faure Gnassingbé. Le port autonome de Lomé, en réalité, est censé appartenir aux Togolais. Parce que c'est le bien du peuple. Ce n'est pas le bien d'une personne ou d'une minorité. Mais nous le savons tous que dans le cas du Togo, le port autonome de Lomé aujourd'hui est devenu la propriété privée. Pas du, comment dire, du sanguinaire Faure Gnassingbé, mais de Bolloré, ensuite Bolloré, Faure Gnassingbé et le clan, hein, les barons du régime Gnassingbé qui ont pris en otage le peuple togolais. Donc quand on nous annonce que le Togo ouvre le port autonome de Lomé pour aider le Niger, etc., moi j'aimerais vous dire, ok, c'est une bonne nouvelle, pas de problème, mais je répète et je persiste que ça reste encore des effets d'annonce. Et surtout, dire que le Togo accepte d'ouvrir le port autonome de Lomé pour faire transiter les marchandises du Niger vers le Niger ne signifie pas que le Togo, que le régime sanguinaire du Togo le fait gratuitement. Non, 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 non. Ça, c'est ce que ce sont malheureusement, comment je peux dire ça? C'est
le revers de la médaille que beaucoup ne savent pas, c'est ça, ils ne le vous disent pas. Le port autonome de Lomé, qui accepte de faire transiter les marchandises vers le Niger, ne le fera pas gratuitement. Vous comprenez? Ça veut dire que le régime du Togo va encore s'enrichir sur le dos des Nigériens, puisque le Bénin a fermé ses portes et il y a aussi la Côte d'Ivoire qui est hostile en quelque sorte aux autorités du Niger. Donc tout cela, ce n'est pas gratuit. Vous comprenez? Ils ne vont pas le faire gratuitement. Non, parce que chaque marchandise, il y aura des frais de douane, des taxes qui seront prélevés et malheureusement, cela n'ira pas directement dans la poche des Togolais. Si c'était le cas, on pouvait dire merci mais là, nous savons tous que c'est encore une fois, ça ira directement dans la poche du régime de Faure Gnassingbé et de ses barons, mais surtout dans les poches du corrompu Bolloré qui a la main mise sur le port autonome de Lomé. Alors, donc je vous disais, si on nous annonce que le port autonome de Lomé a été, sera ouvert pour le Niger, moi j'avais déjà tweeté avant, écoutez bien, j'ai tweeté avant que la sous-secrétaire d'État aux affaires africaines n'annonce sa venue et sa présence comment dirais-je? Attendez, je vous montre. Avant que cela ne soit annoncé, j'avais déjà hier tweeté dans la journée en vous disant, j'avais tweeté en disant que les États-Unis ont exigé de leurs pions, c'est-à-dire le gouvernement togolais, d'ouvrir ses portes aux autorités du Niger afin de permettre le maintien des bases américaines au Niger et surtout accélérer le soft power américain dans la sous-région pour contrer ce qu'ils surnomment l'influence russe et de Wagner. Et j'avais tweeté en disant, en échange, le régime togolais bénéficie en ce moment de la protection contre un éventuel coup d'État visant à renverser le régime des Gnassingbé, c'est-à-dire Faure Gnassingbé, ainsi que du soutien diplomatique. C'est là où ça devient très intéressant. J'ai précisé dans mon tweet en disant, ainsi que du soutien diplomatique des Américains contre les vassaux de la CEDEAO et de l'Union européenne. Et j'ai fini mon tweet en disant, retenez bien cela, nous en reparlerons dans quelques mois lorsque les choses seront plus claires pour les aveugles. Vous avez compris? Ça veut dire que avant que cette dame Catherine n'annonce sa présence au sommet de la CEDEAO, j'avais déjà hier, en critiquant l'annonce, les effets d'annonce, cette politique de l'émotion mise en place par le régime du Togo qui a reçu le général Tiani, etc., en disant aux Africains, tout ça, le Togo n'est pas en train de le faire gratuitement. Le Togo fait tout cela sur demande directe des Américains. Et je vous avais déjà expliqué dans une autre vidéo que le Togo, étant membre de la CEDEAO, ne peut pas se permettre de prendre des décisions contre la volonté de la CEDEAO et encore moins de l'Union européenne et de la France si derrière le Togo, le gouvernement togolais, il n'y a pas une autre puissance au-dessus de la CEDEAO, de l'Union européenne et de la France, c'est-à-dire les États-Unis qui sont les patrons de l'Europe, les patrons de la France et qui dirigent également la CEDEAO. Donc, on découvre aujourd'hui, qu'est-ce qu'on peut lire dans les informations qui circulent, comme quoi Faure Gnassingbé est présent à cette réunion et que le Togo a des solutions à proposer à la CEDEAO pour régler la crise, le problème du Niger. Alors, vous croyez que qui envoie le Togo et qui propose ces solutions au Togo? Et maintenant, vous allez comprendre pourquoi la présence de la secrétaire, la sous-secrétaire d'État américaine, de la sous-secrétaire d'État du gouvernement américain à la présence
de cette réunion. Et donc la réponse se trouve en quelque sorte dans le tweet que je viens de vous lire, dans mon précédent tweet hier, puisque elle vient s'assurer lors de cette réunion que des mesures ne seront pas prises pour agresser le Niger et surtout apporter la protection diplomatique comme les États-Unis sont en train de le faire depuis quelques mois en douce. Pour ceux qui observent bien, vous pouvez le constater qu'il y a quand même une petite protection diplomatique à l'égard des autorités du Niger, mais surtout que le Togo est devenu le nouveau pion des Américains, puisque le Togo reçoit en ce moment beaucoup d'argent, beaucoup de politiques américains, et même le responsable de l'Africom dans la sous-région a été reçu par le président togolais. Donc la présence de Catherine au sommet de la CEDEAO a pour objectif de faire comprendre à ces dirigeants dirigés qui se réunissent pour leur dire que, écoutez, nous sommes là, on a l'œil sur vous, parce qu'il est hors de question que, à cause de vos querelles d'esclaves de la France, vous n'allez pas mettre en péril les intérêts des Américains dans la sous-région, surtout au Niger. Parce que qu'est-ce qui fait peur aux Américains en ce moment? C'est ce que moi je suis en train de dénoncer depuis des mois, c'est-à-dire de subir la même chose que la France vient de subir au Niger. De voir les peuples, les populations et les autorités exiger le départ des forces d'occupation américaines du Niger. Quand on sait que le Niger les États-Unis viennent d'investir des millions de dollars pour améliorer, pour construire des bases militaires, destinées uniquement aux drones américains qui surveillent les pays de la sous-région. Parce que oui, c'est depuis les bases militaires du Niger que les Américains surveillent les pays de la sous-région. Donc là, si demain, les populations au Niger se lèvent et commencent à exiger le départ des bases militaires des États-Unis, ça sera... vous ne pouvez même pas imaginer les dégâts. Ça sera vraiment catastrophique pour les Américains. Donc, pour éviter cela, les Américains, comme d'habitude, ne roulent que pour eux. Alors, ils ont trouvé un peu la supercherie en comprenant qu'il y avait une faille au sein de cette organisation, de ces dirigeants dans la sous-région, qu'il n'y avait pas ce que je peux qualifier d'unité de politique africaine dans la sous-région. Alors les États-Unis se sont engouffrés, mais puisque les États-Unis, contrairement à la France, ce n'est pas un pays qui se met directement en avant. La diplomatie américaine, c'est une diplomatie qui n'aime pas trop se montrer. Elle peut soutenir, comme elle le fait déjà, elle va soutenir par exemple des groupes armés, des groupes terroristes contre un gouvernement parce que ce gouvernement dérange ses intérêts. Dans le même temps, les États-Unis sont capables de soutenir le gouvernement contre ces groupes terroristes. L'objectif, la politique américaine a toujours été de financer les deux camps, les deux partis, pour que les deux partis puissent s'entretuer et eux, ils sont là au milieu et ils observent. C'est ce qu'on appelle la stratégie du chaos. Voilà, les États-Unis sont maîtres dans la politique de la stratégie du chaos. Ils l'ont toujours utilisé et continuent de l'utiliser parce que malheureusement, cela fonctionne encore, la politique de la stratégie du chaos. Donc, quand on sait que c'est ça leur doctrine, alors ce qui se passe en ce moment, on le voit que les États-Unis soutiennent les autorités du Niger. Il ne faut pas se voiler la face. Le dire ne veut pas dire que on est contre les autorités du Niger, mais ce sont des faits, c'est une réalité que les États-Unis soutiennent les autorités du Niger et que les autorités du Niger travaillent avec les États-Unis. Alors, dans tout ça, il y a le Togo qui est également pion des Américains. Donc, les Américains, pour ne pas se mettre directement en avant, comme la France le fait et qui pose des problèmes aujourd'hui à la France, les États-Unis, eux, ont décidé d'utiliser le Togo comme proxy pour faire avancer leurs pions, leur politique concernant le dossier du Niger contre la CEDEAO. Donc tout ce que vous voyez en ce moment qui se déroule, les annonces, le fait que le président
illégitime du Togo, oui, on ne peut pas dire président parce qu'il est illégitime, qui reçoit le général Tiani et tous les griots sur les télévisions, les soi-disant panafricanistes affamés, payés par des manettes de francs CFA qui font les atalakou. Vous devez comprendre que cela fait partie du plan riposte que les États-Unis, que l'administration Biden a mis en place, que le Congrès américain a voté, souvenez-vous, il y a moins d'un an, disant que les États-Unis sont prêts à financer des gouvernements, à financer des journalistes, des médias, des hommes politiques, des mouvements de la société civile pour faire reculer l'influence de la Russie, parce que pour eux, quand c'est la Russie, c'est une mauvaise influence, mais quand c'est les États-Unis, c'est de la bonne influence. Parce que en même temps, ils sont là à reprocher le soft power russe, mais eux-mêmes font la même chose. Mais pour eux, les Africains ne doivent pas accepter l'influence ou des partenariats avec la Russie. Au passage, je vous annonce une information que vous pouvez vérifier. Les États-Unis viennent d'augmenter l'achat de l'uranium auprès de la Russie. Pourtant, la Russie est sous sanction, mais on découvre que depuis le conflit en Ukraine et les sanctions contre la Russie, les États-Unis viennent d'augmenter l'achat de l'uranium russe directement auprès de la Russie. Mais dans le même temps, ces pays ne veulent pas que les Africains puissent avoir une coopération avec la Russie. Pour eux, la Russie ne peut rien apporter aux pays africains et que les seuls qui peuvent apporter aux pays africains, c'est les États-Unis, l'Europe, en gros les Occidentaux. L'Afrique doit être une propriété privée pour l'Europe et les Occidentaux, les Américains et la France. Voici maintenant, c'est ce que, en gros, c'est ce qui se passe. C'est cette bataille qui se déroule en ce moment. Et comme d'habitude, vous savez, les populations africaines, même les soi-disant pseudo-intellectuels, ne sont pas assez peut-être éclairés, ont du mal à décrypter la situation. Et donc, beaucoup de personnes pensent que le régime du Togo, les actions ou les effets d'annonce que le régime du Togo pose tous les jours, c'est Faure Gnassingbé le fait parce qu'il soutient le peuple du Niger, etc., ou que parce qu'il est devenu panafricaniste. Non, c'est tout simplement parce que selon nos informations, le gouvernement togolais fait ses actions sur demande des Américains, puisqu'il a la garantie de ne pas se faire attaquer par la CEDEAO, de ne pas subir en quelque sorte le retour on va dire de ces agissements que le gouvernement togolais pose en ce moment. Alors voilà pourquoi Marie-Catherine est présente en ce moment au sommet de la CEDEAO, tout simplement parce qu'elle est là pour faire respecter et s'assurer que les décisions que la CEDEAO risque de prendre ne va pas enflammer la situation au Niger et pousser les populations au Niger à se révolter contre les intérêts des États-Unis au Niger. C'est pour ça que moi je dis que moi je n'arrive pas à comprendre, et je le dis, et j'assume ce que je dis, qu'on ne peut pas se prétendre être dans une lutte anti-impérialiste, on ne peut pas se prétendre être dans une lutte souveraine. On exige le départ de la France des bases militaires des forces d'occupation françaises, mais on ne fait pas autant, on ne met pas autant d'énergie pour exiger la même chose des États-Unis. Et d'ailleurs, je suis allé faire un peu les tours sur les réseaux sociaux pour voir est-ce que la présence de Madame Catherine, Marie-Catherine, choque ou indigne un peu la communauté panafricaine et ces soi-disant panafricanistes qui font en ce moment les atalakou pour le régime du Togo. Bah non, en fait, ça n'émeuve personne. Personne ne s'indigne, alors que normalement, on devrait s'indigner. Parce que si demain, on nous disait que la ministre Catherine Coloniale, comme je la surnomme, était présente à ce sommet de la CEDEAO où le Niger sera discuté, on allait tous s'indigner sur les réseaux parce que c'est la France. Mais quand c'est les États-Unis, quand c'est l'Amérique,
On dirait que les Africains sont un peu mielleux sur le sujet. Je ne sais pas si c'est parce que il y a cette domination de la culture américaine sur les populations africaines qui fait que vous avez l'impression que les Américains, c'est le paradis. Attention, la culture américaine, le hip-hop, tout ce que vous pouvez aimer hein, de la culture américaine propagée par les Afro-Américains, est là que pour, comment dire, appuyer, hein, c'est le soft power que la politique américaine utilise. Donc, c'est deux choses complètement différentes, mais qui sont complémentaires. Donc, ce n'est pas parce que vous êtes influencé par la culture américaine, le hip-hop, le R&B, le mode de vie, le style des Américains, que vous allez penser que les États-Unis sont les alliés du peuple africain. Beaucoup, la majorité, je dis bien, presque 99% des drames que vivent les populations africaines, les États-Unis sont derrière. Regardez ce qui se passe au Congo. Ce qui se passe au Congo, ce sont les États-Unis. C'est l'oligarchie anglo-saxonne. Donc, il ne faut pas se tromper. Moi, je dis que si on met autant d'énergie pour dénoncer la politique coloniale de la France, la politique impérialiste de la France en Afrique, nous devons faire la même chose avec autant d'énergie, voire plus, pour dénoncer la politique néocoloniale des États-Unis sur le continent africain. Parce que les États-Unis sont les pires. Quand je vous dis les pires monstres qui existent sur la planète, c'est la politique américaine. Et eux, ils ne roulent que pour eux. Le Dieu des États-Unis, c'est l'argent, c'est le capitalisme. Donc moi, je continuerai encore à essayer de dire au mouvement de la société civile au Niger que vous devez dénoncer la présence américaine au Niger. Il faut le faire. Les bases américaines des États-Unis n'ont rien à faire au Niger. Si la France quitte le Niger, les bases américaines de la France quittent le Niger, les bases américaines aussi doivent également suivre les militaires français. On ne peut pas chasser l'armée française et laisser l'armée américaine au Niger. Cela n'a pas de sens. Aucun pays, aucun patriote anti-impérialiste ne peut accepter que les États-Unis puissent garder des bases militaires dans leur pays. Ça, ce n'est pas être souverainiste, ce n'est pas être patriote. Et surtout, ne venez pas dans cette vidéo me sortir vos théories. Oui, on ne peut pas chasser plusieurs lièvres à la fois. Et ne me sortez pas ces histoires-là. Ça, allez le raconter à vos enfants à la maison. Je dis que quand on a la volonté, on peut le faire. Et si on doit le faire, c'est maintenant qu'il faut enclencher le processus pour demander, je dis bien, et exiger le retrait des bases américaines du Niger. Tant qu'il y aura des bases étrangères, tant qu'il y aura des militaires étrangers au Niger, les militaires nigériens ne seront pas libres à 100% pour décider de la politique militaire de leur pays, sécuritaire de leur pays. Vous l'avez vu, il a fallu que le Mali chasse l'ensemble des bases militaires étrangères du Mali pour que Assimi Goïta puis arrive à libérer Kidal et aujourd'hui contrôler une partie du nord. Vous avez vu, et on le disait, que les casques bleus, ce sont eux-mêmes qui participaient, qui se déguisent pour attaquer les militaires africains. Donc tant qu'il y aura la présence de bases militaires américaines au Niger, sachez-le que le général Tiani, les colonels, ceux qui dirigent le pays, ne prendront pas des décisions à 100% dans la lutte contre le terrorisme et en matière de sécurité, de la politique sécuritaire de leur pays, parce que les États-Unis auront toujours un regard dedans, puisqu'ils ont des troupes stationnées dans le pays. Ça, c'est clair et net. Il ne faut pas faire, on n'a pas besoin de faire Sciences Po, l'ENA, ou avoir Bac plus 10, ou être philosophe, je ne sais quoi, pour comprendre cela. Qu'on ne peut pas libérer le Niger comme nous l'avons tous, comme on a contribué à le faire pour le Mali, et en ce moment, comme ça se déroule au Burkina pour le Niger. Tant que les États-Unis seront présents au Niger,
le Niger ne va pas se libérer. Ça, c'est clair et net. Alors, donc, voilà un peu pourquoi les gens qui se posent la question, qu'est-ce que les États-Unis ont-ils à faire dans un sommet des pays de l'Afrique de l'Ouest à Abuja, organisé par la CEDEAO? C'est tout simplement pour s'assurer que les intérêts des États-Unis ne soient pas menacés au Niger. Et donc, pour cela, on tolère les États-Unis et les États-Unis font avancer leur pion, le gouvernement togolais, comme proxy pour ne pas se mettre directement en avant pour proposer et faire des effets d'annonce auprès de l'opinion africaine. Et en même temps, cela permet aussi au passage au gouvernement illégitime du Togo et son cannibale de président illégitime de se refaire une posture politique sur le plan international et en même temps de ramasser aussi quelques brebis égarées dans la communauté panafricaine qui sont en train de le voir comme un panafricaniste et qui vont même dire que c'est grâce au Togo que le Niger n'a pas été attaqué et que c'est le Togo qui a même limite sauvé le Mali, etc. Mais ça, c'est mal connaître ce régime. Et moi, je peux vous garantir, et je vous ai déjà expliqué dans une vidéo, les preuves à l'appui dans la vidéo, que le Togo roule en ce moment pour les États-Unis, étant donné que le Togo fait partie et le Togo est membre du Commonwealth, et qui dit Commonwealth dit l'oligarchie comment dire, voilà, anglo-américaine. Voilà, donc c'est tout à fait normal que le ministre des Affaires étrangères passe beaucoup de temps en ce moment aux États-Unis, reçoit beaucoup de responsables américains, les Américains débloquent de l'aide pour le Togo, plein de choses, et prochainement, l'Europe déploie des militaires au Togo, au Ghana, au Bénin, et en Côte d'Ivoire. D'ailleurs, le général chassé du Mali, du Burkina et du Niger, le chef d'État, le chef d'état-major de l'armée d'occupation française est en visite en ce moment au Bénin. Monsieur Patricia Talon, comme je le surnomme, nous officialise qu'il a trahi la politique de son pays, qu'il a trahi les convictions du peuple béninois en collaborant ouvertement avec les forces d'occupation, les forces d'agression françaises qui sont en ce moment stationnées au Bénin. Ça, je vais en parler un peu plus tard, mais c'est juste pour vous expliquer, pour que les gens comprennent, ceux qui se posent la question de savoir pourquoi la sous-secrétaire d'État est présente au sommet de la CEDEAO. Maintenant, vous avez la réponse dans cette vidéo et faisons maintenant une réflexion collective. À vous de comprendre, comprendra qui pourra ou comprendra qui voudra. Moi, je vous apporte mon point de vue, mon décryptage et je ne suis pas obligé d'accepter ce que les autres veulent dire. Ça n'engage que moi. Je ne suis pas un mouton, je ne suis pas la masse, parce qu'il faut toujours des garanties. Au cas où ça foire, au moins on peut rattraper les choses. Sur ce, je vous souhaite une excellente soirée et je vous dis à très bientôt. La révolution est en marche, armons-nous idéologiquement. Le 20 au 25, avant de couper la vidéo, du 20 au 25, je serai au Burkina Faso. En ce moment, on est arrivé ce week-end en Afrique du Sud et après le Burkina, on sera en Tanzanie. Donc, on continue un peu d'articuler cette lutte anti-impérialiste, la lutte pour la souveraineté de l'Afrique et surtout l'autodétermination du peuple noir. Alors, je vous dis à très bientôt. Bonne soirée.